10e sommet qui réunit les chefs d'État et représentants des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba intervient dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo qui continue à faire face à la résurgence des violences armées sur une partie de son territoire. Occasion pour les parties prenantes de revoir leur part de responsabilité dans le processus de la restauration effective de la paix et la sécurité dans la région. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a été signé à Addis Abeba le 24 février 2013 dans un contexte postérieur à la prise de la ville de Goma par la rébellion M23. 9 ans après, force est de constater que la situation sécuritaire demeure critique. Il y a plusieurs interrogations quant aux avancées, au recul, au piétinement, et ça peut susciter des questionnements sur ce qu'il y aurait de particulier comme résultat du 10e sommet. Et donc, le problème au Congo est tel que le gouvernement congolais devrait composer avec les autres pays de la région et les partenaires internationaux pour démanteler le système d'insécurité. Considérés comme partenaires de cet accord, les États-Unis d'Amérique ont délégué une équipe d'experts à Kinshasa pour suivre de près ce 10e sommet. Donc on voudrait bien sûr féliciter le président Tshisekedi et le gouvernement de la RDC pour avoir organisé ce sommet. Et M. Ben voudrait souligner aussi que les États-Unis étaient aussi présents lors de la création de l'accord cadre il y a bien 9 ans aujourd'hui. Donc on est bien sûr, on fait partie aussi de la mise en œuvre de cet accord. On travaille étroitement avec les pays signataires, avec les garants, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL. Les femmes, considérées comme principales victimes des conflits armés, étaient également représentées, avec un cahier des charges bien fourni. Nous avons fait notre réunion le 18 février, le Conseil consultatif Femmes et Paix et Sécurité de la région des Grands Lacs, et nous avons formulé des recommandations aux chefs d'État et des gouvernements pour que nous puissions voir certaines lois être mises en place. Oui, c'est vrai, on a vu les changements, on a vu arriver des coopérations, des neutralisations mutuelles positives des groupes armés à l'est de la RDC. On a vu le développement de la politique de coopération. On a vu aussi la mise en œuvre de groupes de contact. Mais on voudrait avoir, en plus de ça, être mis en place le protocole genre de l'Union africaine. Nous voulons avoir des lois effectives qui font la promotion de la participation des femmes dans la prise de décision, mais aussi dans les résolutions des conflits. La République démocratique du Congo, à travers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse d'exprimer son attachement à la paix et la protection de l'intégrité de son territoire national. Grâce à sa superficie quasi-continentale et sa position géostratégique, la RDC croit dur comme fer aux engagements des uns et des autres. C'est en présence de Guy Nyembo, directeur de cabinet du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et Dan Gettler, patron de la société Ventura, ont signé un protocole d'accord pour mettre fin aux différends entre les deux parties. Reportage de la presse présidentielle. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre les contrôles de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gettler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Mutombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gettler, patron des Ventura, le tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Guy Nyembo, de son adjoint André Wameso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entérinée en Conseil des ministres du 18 février de cette année.
Les gouvernements de la République avaient levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gettler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quittons la présidence pour se rendre cette fois-ci, je dirais, à la primature. La coopération économique a été au centre des échanges entre le Premier ministre RD congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et son homologue tanzanien Kassim Majaliwa. Reportage de Sylvie Fortuné-Boula et Patrick Polidor Ngaziemi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience ce vendredi 25 février 2022 à la primature son homologue tanzanien Kassim Majaliwa. Après avoir visité quelques endroits du siège gouvernemental de la RDC et échangé des cadeaux, le Premier ministre tanzanien a indiqué devant la presse qu'il était venu en RDC représenter son président empêché au 10e sommet régional sur le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la sécurité, la paix et la coopération, mécanisme dont le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le bâton de commande. Abordant l'objet de sa visite auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Kassim Majaliwa a fait savoir qu'il a tenu à rencontrer son homologue de la RDC pour discuter de la coopération entre les deux pays, surtout en ce qui concerne le commerce, car les deux pays ont beaucoup de richesses à échanger et cela nécessite la tenue prochaine de la commission mixte entre les hommes d'affaires de la Tanzanie et ceux de la RDC. Peu importe le lieu qui sera choisi, RDC ou Tanzanie. Ce cadre permettra d'échanger largement sur l'évolution de la coopération dans le commerce et voir comment le renforcer. Pour parler du commerce entre les deux pays, la Tanzanie a déjà construit 5 ports importants permettant les transactions entre les deux pays, a-t-il déclaré en Swahili, précisant qu'il y a également une route qui quitte Tunduma en passant par Piliposhi en Tanzanie pour arriver à Kasumbalesa en RDC. Cette route nécessite une réhabilitation en passant par Kasenga, le trajet le plus court qui peut faciliter de plus en plus les échanges commerciaux entre les deux pays. Les deux premiers ministres se sont mis d'accord de se rencontrer souvent pour échanger sur les questions importantes de coopération entre les deux pays. D'ailleurs, j'ai invité le Premier ministre congolais à visiter la Tanzanie et ça sera une occasion pour lui de rencontrer d'autres autorités tanzaniennes, a dit Kassim Majaliwa. Évoquant la question de la pandémie de Covid-19, le chef du gouvernement tanzanien a souligné que malgré la courbe en baisse, nous comptons sur nos différents experts en santé de continuer à sensibiliser la population à se protéger afin de mettre fin à cette crise sanitaire. Kassim Majaliwa a remercié le Premier ministre congolais pour son ouverture d'esprit et les échanges fructueux pour l'intérêt des deux pays. En prélude à la double confrontation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, comptant bien sûr pour le barrage, les Lions de l'Atlas du Maroc viendront affronter les Léopards de l'Air des Congo ici le 25 du mois de mars au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le numéro 1 de sport Serge Nkonde Chembo a débuté avec la longue série des consultations pour bien sûr bien préparer ces matchs, cette double confrontation qui tient coûte que coûte à voir la République démocratique du Congo s'est qualifiée enfin après 74 à une phase finale de la Coupe du Monde.
Ce n'est qu'une question de jours. RDC-Maroc, match de barrage qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022. Vigilant, le ministre des Sports Serge Kondé-Chembo initie déjà des consultations avec les membres du mouvement sportif, question de réfléchir ensemble et voir comment les léopards de la RDC peuvent décrocher leur ticket pour participer à la prochaine Coupe du Monde, car l'équipe nationale a déjà la bénédiction du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi et du soutien du chef du gouvernement Jean-Michel Sama. La sensibilisation étant les dominateurs communs d'avant cette double confrontation, la presse, elle est appelée à jouer grand bras. Donc nous allons jouer ici, au Stade des Martyrs, le 25 mars 2022. Et après 3-4 jours, nous allons livrer le match retour au Maroc. Et c'est vous qui portez toute la communication de la population, toute la communication de notre nation. Alors je me suis dit que je ne pouvais pas commencer cette campagne de sensibilisation, cette campagne de mobilisation, sans que je ne m'adresse aux amis de la presse. Parce que c'est vous qui avez la plume, c'est vous qui avez le micro, c'est vous qui avez le mot à dire à la population. Serge Kondé fait de ces consultations inclusives puisque chaque composante ainsi que l'ensemble de la population devrait s'impliquer, y compris la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association, dont ces 2 correspondants officiels étaient présents à cette rencontre. Donatien Chimanga, président ad intérim, et Belge Situatala, secrétaire général. Battre les Lions de l'Atlas du Maroc et se qualifier est le souhait de toute la République. C'est au tour du thème lutte contre l'impunité de crimes internationaux en République démocratique du Congo. Quelle perspective? Conférence débat organisée par RCN Justice et Démocratie est couverte pour nous par Patrick Polidon-Gazami et Patimbouzi. C'est les grands formats que vous propose la rédaction. Organisé par le RCN Justice et Démocratie, autour du thème « Lutte contre l'impunité des crimes internationaux en République démocratique du Congo, quelle perspective ?» Cette conférence débat s'inscrit dans le cadre du bilan et perspective du projet Lutte contre l'impunité lancé en 2019 pour une durée de 3 ans. Il s'est agi, dans un premier temps, de présenter la synthèse de l'étude menée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD sur la stratégie de priorisation des poursuites dans l'Est de la RDC entre 2015 et 2019 afin de mesurer précisément les avancées réalisées et d'identifier les facteurs de blocage et de succès. De cette étude que nous venons de présenter, une étude d'évaluation de la stratégie de priorisation de poursuite des crimes internationaux en République démocratique du Congo. L'étude a trait à toutes les dynamiques provinciales accompagnées par les différents partenaires techniques et financiers, mais aussi inscrites dans la politique nationale des réformes de la justice que met en œuvre le gouvernement congolais depuis 2016. Ces dynamiques qui mettent ensemble les différents acteurs judiciaires, c'est-à-dire les responsables des juridictions civiles et militaires, le responsable des barreaux, les acteurs de la société civile et des ONG de droits de l'homme, ainsi que le partenaire technique et financier de la communauté internationale pour faire avancer l'agenda de la lutte contre l'impunité des crimes internationaux commis en République démocratique du Congo, principalement dans la partie Est. Cette étude, a souligné Maître Justus Chikona, a mis en nu les avancées et les faiblesses de la dynamique des réformes de la justice. Les bonnes actions qui caractérisent la lutte contre l'impunité jusque-là, par exemple l'organisation d'un nombre assez important des audiences foraines dans un pays où c'est très difficile pour les justiciables d'avoir accès à la justice. L'appui mobilisé par ces stratégies a permis de déplacer les acteurs judiciaires vers les justiciables dans les territoires les plus reculés. C'est aussi la mobilisation des appuis pour soutenir les avocats et assurer les droits à un procès équitable. C'est des points positifs que nous avons mentionnés parmi tant d'autres. Mais il y a également le point de faiblesse qu'il faut mentionner, les questions liées à l'insécurité à laquelle font face les acteurs judiciaires pour accéder au lieu de leur travail. Il y a la question des faibles budgets de l'État pour soutenir les efforts de lutte contre l'impunité. Il y a également la question d'une forte dépendance de toute cette dynamique par rapport à l'appui apporté par les partenaires internationaux. Plusieurs critères ont présidé à la priorisation des poursuites. Intervenant en ligne à partir de la Belgique,
Le professeur Luc Enkenbrand a axé son exposé sur la lutte contre l'impunité des crimes graves en République démocratique du Congo, en évoquant le bilan et quelques perspectives de la poursuite des 10 crimes. Le bilan, il l'a basé sur 2 documents, à savoir le rapport mapping d'août 2010 et le rapport sur la stratégie de priorisation des poursuites à l'est de la République démocratique du Congo de 2015 à 2019. Pour lui, aucune violation grave des droits humains n'a fait l'objet des poursuites pénales. Ce sont les crimes internationaux beaucoup plus récents qui ont fait l'objet des poursuites plutôt que les lointains documentés dans le rapport mapping de 2010. Par ailleurs, a-t-il fait savoir, les poursuites ont été orientées vers les crimes de violence sexuelle, ce qui constitue l'une des grandes faiblesses de la lutte contre l'impunité des crimes graves commis en RDC. Et les partenaires techniques et financiers ont été fortement instrumentalisés par le gouvernement, selon lui, en acceptant d'appuyer les dites poursuites. Parmi les solutions proposées à l'issue de son intervention figure notamment la création d'un tribunal spécial semblable à celui créé en Sierra Leone, l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution pour la protection et l'exhumation des nombreuses fosses communes répertoriées par le rapport mapping, la suppression de la compétence partagée entre les tribunaux civils et militaires, la reconversion des magistrats militaires, une recommandation qui a fait débat, et la mise en œuvre du 5e pilier de la justice transitionnelle, à savoir la mémorialisation des crimes contre l'humanité commis sur les territoires congolais. La dernière intervention a porté sur les résultats majeurs obtenus à l'occasion de la mise en œuvre du projet « Soutenir les efforts de la lutte contre l'impunité en RDC ». À propos, Dominique Kamwandou de ASF a relevé 2 résultats, l'offre de justice et la capitalisation des poursuites à travers la communication et la coordination des acteurs. Pendant la période du projet, il y a eu une augmentation des décisions rendues et il y a eu aussi, grâce aux activités des renforcements de capacité des acteurs, une certaine augmentation, une certaine amélioration sur la qualité de la justice au bénéfice des victimes. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que à travers l'étude réalisée sur les réparations, il y a eu des innovations dans la jurisprudence congolaise en matière de réparation. Nous avons pour la première fois vu que les juridictions congolaises, particulièrement les juridictions militaires qui ont eu à statuer sur les dossiers des crimes internationaux, ont rendu des décisions, des condamnations retenant aussi bien les réparations collectives qu'individuelles. Quelle perspective au regard de ces résultats? Nous avons mis en place, conjointement avec les autres acteurs, particulièrement les partenaires techniques et financiers et les organisations nationales, avec l'implication du groupe thématique Justice et Droits humains du ministère de la Justice, nous avons mis en place un plan commun de plaidoyer sur la question de la réparation. Et la perspective est que nous puissions vraiment mettre ces plans en œuvre pour que la question de la réparation puisse trouver des solutions. Mais il y a encore des défis à relever. La question de protection des victimes et des acteurs, l'évolution limitée des juridictions civiles, l'absence des stratégies nationales de poursuite judiciaire, les limites de la répression, la poursuite des enquêtes limitées et le besoin d'expertise en ce qui concerne les enquêtes, plus précisément le manque d'outils nécessaires à la qualité des enquêtes. Fin de ce journal de la mi-journée sur la chaîne de référence Antena. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis Moscou. Nous sommes là en Russie, pays du président Vladimir Poutine. Retrouvez à 16h Patricia Molengombolekoni pour le journal en Lingala. À 19h, Africa Mujunga pour la grande édition du journal. Bon début de week-end à toutes et à tous dans vos familles. Audio Jungle.